Semaines après, c'était en décembre, moins de 3 semaines après, le dictateur Ben Ali était obligé de s'enfuir. Et donc, il y a eu ça. Je pense que ça, c'est un événement qui est venu tout seul. Je ne crois pas que ça a été programmé. Je crois également que ce qui s'est passé en Égypte, quelque part, ce n'était pas tout à fait au programme. D'ailleurs, les pays occidentaux ne voulaient pas du départ de Moubarak. Mais à partir de là, tout ce qui est arrivé par la suite, en Libye, en Syrie, ailleurs, c'est l'agenda des pays occidentaux qui s'est glissé dans les événements qu'on a appelés le printemps arabe. Hoy, muy rápidamente, podemos decir que las cosas, hablando entonces de la historia de Gaddafi, hoy después de estos 2 años, las cosas, la postura son más claras, ¿no? Y esta distancia en el tiempo nos permite un análisis más sereno. Podemos salir de la postura abusiva, ¿no? Repito que no tengo ninguna simpatía, no siento ninguna simpatía por Gaddafi o Saddam Hussein. Pero cuando estuvo este asunto de Saddam Hussein y el hecho de que si América debía o no atacar a Irak, y estamos en Italia, donde una autora nos dijo que no me obliguen a elegir entre Jack el Estripador o el asesino de Boston. No podemos elegir entre la peste y el cólera, ¿no? Luego, con el asunto de Mohamed Bouazizi y su suicidio en Túnez, ante los acontecimientos de Túnez, desde entonces yo creo que nuestro mundo ha cambiado profundamente, ¿no? Ha cambiado totalmente de escenario. Cuando hablábamos en aquella época, cuando ocurrió este acontecimiento de la muerte de Bouazizi, la gente decía, no, eso no es algo muy grave, ¿no? Y a las 3 semanas, pues Ben Ali tuvo que irse. Por lo tanto, creo que este evento no fue programado. Lo mismo ocurrió con Egipto, ¿no? Los países occidentales no querían que Mubarak se fuese. Luego, para los países como Libia o Siria, sí creo que ahí esos acontecimientos estaban en la agenda de los países occidentales. Pour l'essentiel, à mon avis, toutes ces guerres ont été menées sous l'ombre concernant par exemple l'Afrique, l'ombre d'une présence chinoise de plus en plus importante, de plus en plus sentie comme menaçante. Mais il y a aussi là-dedans la peur de ces pays émergents qu'on appelle les BRICS et dont je parlerai en fin de propos. Je crois que la question, c'est juste pour ces pays occidentaux de sécuriser les accès aux ressources stratégiques. Et je ne pense pas qu'on fasse la guerre juste pour la défense des droits de l'homme, pour la liberté des peuples, etc. Ça a joué, évidemment il y a la lutte contre le terrorisme, mais ça a joué un rôle extrêmement important. Et il faut bien savoir que les pays du monde arabe où le printemps arabe a réussi, eh bien ce sont les pays dont l'Occident avait besoin qu'il change de régime. On ne me dira pas que le Qatar est une démocratie, l'Arabie Saoudite non plus, et toutes les tentatives dans ces pays ont été noyées dans le sang, dans l'indifférence générale. Donc je dirais que il s'est agi d'un tour de vis. Et ce tour de vis a eu pour conséquence
ce que je vais appeler tout à l'heure, je vais le développer, notre perte de souveraineté. Et là, nous sommes évidemment au cœur du débat. En mi opinión, creo que toda esta guerra se han llevado a cabo por miedo a China, por la sombra de China, a la sombra de China y también a los BRICS y los países emergentes, ¿no? La cuestión en este asunto es garantizar el acceso a los recursos estratégicos. No se lleva a cabo una guerra por la defensa de los derechos humanos, por el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Por ejemplo, hay que saber, por ejemplo, que los países árabes en los que tuvo lugar esa primavera árabe son países en los que Occidente quería un cambio de régimen. No puede decir eso que Qatar y Arabia Saudí son países democráticos y en esos países las rebeliones han sido totalmente impedidas por los gobiernos, ¿no? Por lo tanto, asistimos a un programa que se lleva a cabo y la consecuencia de esa agenda es nuestra pérdida de soberanía. J'ajouterai que les instruments, en fait, pour affirmer cette puissance, pour gérer ces ressources, il y a évidemment la force militaire, mais en même temps, il y a les moyens institutionnels que sont le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale. Le Conseil de sécurité, je pense que dans l'histoire des Nations Unies, on a eu rarement un secrétaire général aussi inconsistant, de si faible personnalité que Ban Ki-moon, dont quelqu'un a dit d'ailleurs qu'il est plus secrétaire que général. Voilà, c'est très juste. Et donc, oui, le Conseil de sécurité est à sa disposition. Et comme on l'a vu dans le cas de la Libye et dans le cas de la Côte d'Ivoire, oui, et aussi dans le cas de la résolution 2085 du Conseil de sécurité pour le Mali, l'essentiel pour ces grandes puissances, c'est juste d'avoir le hockey du Conseil de sécurité et ensuite ils contournent les résolutions du Conseil de sécurité. Sur le plan du droit international, ce que l'OTAN a fait en Libye, comme l'a rappelé plusieurs fois quelqu'un comme Thabo Mbeki, est totalement illégal. L'OTAN a outrepassé le mandat donné au Conseil de sécurité. Au Mali, la France, qui en était à sa 49e intervention militaire en Afrique, a outrepassé le mandat du Conseil de sécurité. Parce que la demande du président de transition, Traoré, c'était pas exactement cela. Et puis il y a la Cour pénale internationale. Et le troisième pied, last but not least, parce qu'il est très important, c'est la puissance médiatique. Je n'aurai pas le temps de développer, je ne veux pas être long, mais dans les débats, je reviendrai sur les formes pernicieuses de propagande qui fonctionnent si bien que lorsque la France envahit le Mali, intervient, mais tout le monde applaudit, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, le monde entier dit la France a bien agi. Mais lorsque vous regardez de près, froidement, vous vous rendez compte qu'au fond, c'est l'uranium d'Areva qu'il s'agit de contrôler, sans parler des ressources du Sahara. Añadiré que los instrumentos que se utilizan para garantizar el acceso a esos recursos son, por supuesto, el instrumento militar y luego, sobre todo, también las instituciones como el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional. En cuanto al Consejo de Seguridad, podemos decir que en la historia de las Naciones Unidas pocas veces se ha tenido un secretario general como Ban Ki-moon tan inconsistente, y lo que se suele decir que este secretario general es más secretario que general. Luego, cuando vemos las intervenciones en Libia y en Costa de Marfil y también la resolución 2085 para Mali, lo esencial
lo fundamental para la potencia es garantizar el ok del Consejo de Seguridad y luego no respetan a las resoluciones y las decisiones tomadas por este mismo Consejo de Seguridad. Van más allá de su mandato, ¿no? Como ocurrió con la OTAN, como ocurrió con Francia en Mali, ¿no? Siempre va más allá de la resolución del Consejo de Seguridad, ¿no? Luego, por supuesto, está el CPI, la Corte Penal Internacional, y luego una tercera parte, tercer factor, son los medios de comunicación, que desarrollan formas perniciosas de propaganda, ¿no? Cuando Francia intervino en Mali, todo el mundo aplaudió, cuando el interés de Francia realmente es el tema del contrato de Areva, ¿no? Sin hablar de los recursos en el Sahara. Je vais terminer par deux points, si vous le voulez bien. La question de la souveraineté et ce que j'appelle la perte de puissance des pays occidentaux. La question de la souveraineté. Vous savez, les pays africains vont à l'indépendance en 1960 et le credo, le mot d'ordre pour tous ces pays, c'est la question du développement. Même dans le nom qu'on donne à ces pays, pays en voie de développement, on parle de sous-développement, du tiers-monde. Vraiment, la question économique, elle est fondamentale. Ensuite, au tournant des années 90, après la chute du mur de Berlin, il y a une demande de liberté démocratique. Il y a des conférences nationales, il y a des manifestations, le pluralisme, un peu ce qu'on a vu dans le monde arabe avant la lettre. Et ni l'idéologie du développement, ni l'idéologie de ces libertés démocratiques, deux choses d'ailleurs très respectables, ne nous ont permis de sortir de l'ornière. Aujourd'hui, le constat qu'il faut faire, et pour moi, au fond, c'est le troisième mouvement vers notre émancipation. Ça aurait dû être d'ailleurs le premier. Nous avons fait les choses à l'envers. Pour moi, aujourd'hui, la question fondamentale, pas seulement pour l'Afrique d'ailleurs, le monde arabe devrait aussi penser à cela, c'est la question de la souveraineté. C'est la question de la souveraineté parce que finalement, ce qui se passe, c'est que, en particulier dans les pays francophones, au fond, nous sommes ce qu'un historien appelle la basse-cour, Gérard Prunier, la basse-cour de la France, la basse-cour francophone. L'idée de France-Afrique, ce concept-là, l'ouvrage dont tu as parlé, que j'ai écrit avec Odile Tobner et Berchard, c'était autour de la question de la France, de la France-Afrique. Eh bien, cette idée-là, elle est présente et nos pays ne sont pas des pays indépendants. Le Niger est le troisième et va bientôt être le deuxième producteur mondial d'uranium, mais à l'indice du développement humain, le Niger est classé en dernière position. C'est le pays le plus pauvre de la planète. On meurt de faim avec des gisements d'uranium. Et chaque fois que gouvernement nigérien, un chef d'État nigérien, et ça c'est depuis Amani Diori, a essayé de renégocier les termes de ce contrat léonin, il a immédiatement sauté. Parce que l'indépendance nucléaire de la France a commis l'erreur de tout miser sur le nucléaire, civil et militaire. 85%, d'après en tout cas les études, de l'énergie en France, ça vient du nucléaire. Et ce nucléaire, ce n'est possible dans les conditions actuelles que parce que Areva achète, extrait, traite, achète l'uranium du Niger à un prix défiant concurrence. J'ai lu il n'y a pas longtemps dans un texte que le budget de Areva est de 770 millions de dollars et tout le budget du Niger est de 320 millions de dollars. Voilà
Et je pense que aussi bien la question du développement que la question des libertés démocratiques, ça n'a de sens que pour des êtres dignes dans un pays souverain. C'est très loin d'être le cas pour nos différents pays en ce moment. Voy a terminar con 2 puntos. El primer de estos puntos es la cuestión de la soberanía y el segundo punto es la pérdida de potencia por parte de Occidente. En cuanto al primer punto de la soberanía, en la independencia en 1960 lo que los países pedían en África era el desarrollo, ¿no? La cuestión económica era la cuestión fundamental. Luego en los 90, después de la caída del muro de Berlín, la demanda cambió. Era una demanda hacia más libertad, ¿no? Por las libertades democráticas. Por lo tanto, hubo una serie de conferencias nacionales en los distintos países que abogaban por un mayor pluralismo y mayores libertades democráticas. Pero ni la teoría y la cuestión del desarrollo, ni la demanda de libertades democráticas consiguió que África saliera adelante, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que hoy en día la cuestión fundamental para nosotros es la cuestión de la soberanía, tanto para África como para los países árabes. Y en particular para los países francófonos. Hay una frase, una expresión de Gérard Penier que dice que la África francófona es el patio trasero de Francia. Y también en el libro al que aludió Juan sobre la France-Afrique, escrito por François-Xavier Bernard, esta idea vuelve como un leitmotiv en ese libro, esa cuestión de la soberanía. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Níger, que es el tercer productor de uranio y dentro de poco será el segundo productor mundial de uranio, y sin embargo tiene un índice de desarrollo humano bajísimo, es el último en la escala de ese índice, ¿no? Hay gente que se mueren de hambre mientras el país produce este uranio. Y cada vez que el gobierno nigerino intenta renegociar el acuerdo con Areva, pues se derroca, ¿no? ¿Por qué? Porque Francia apuesta por la energía nuclear, esa es la verdadera razón, tanto en lo civil como en lo militar, y que el 85% de la energía en Francia proviene de la energía nuclear. Y eso solo es posible porque Areva consigue comprar el uranio a unos precios muy bajos en Níger. He leído hace poco en un libro que el presupuesto anual de Areva son 770 millones de dólares, mientras el presupuesto total de Níger son 320 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, creo que la cuestión del desarrollo y de las libertades democráticas solo se podrá llevar a cabo en unos países con gente, unos pueblos dignos, en países soberanos. Mitterrand a dit, je vais terminer, Mitterrand a dit une fois, sans l'Afrique, la France devient une puissance moyenne. Je pense que c'est tout à fait vrai. J'ai parlé de l'uranium du Niger, j'aurais pu parler du pétrole du Gabon, du bois du Cameroun, du pétrole de Elf là-bas au Congo-Brazzaville. En fait, je crois que l'exemple qui devrait nous inspirer, c'est celui de l'Amérique latine. L'Amérique latine commence, maintenant tout le monde en convient, à aller beaucoup mieux, à tous les niveaux, à se faire respecter d'ailleurs, mais parce qu'elle s'est libérée de la CIA et de la Maison Blanche. Il faut, je crois, dire les choses comme elles sont. Hein. Et finalement, tous ces régimes dont on dit beaucoup de bien à juste titre au Brésil et ailleurs, eh bien, ils sont héritiers selon des schémas différents. Ils sont héritiers de Bolivar, mais ils sont aussi héritiers des luttes dans la jungle de Che Guevara. Et ce n'est pas pour rien que Chavez, finalement, était devenu le fils adoptif de Fidel Castro. Il y a la mémoire de ces luttes qui imprègne ces sociétés et qui a fini par modifier les contours de l'État.
je crois que je peux juste conclure. Conclure sur une note, je dirais, beaucoup plus optimiste. Il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine, je crois, l'Union africaine a convoqué un sommet extraordinaire contre la Cour pénale internationale. Une Cour pénale, peut-être dans les débats, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui a fait du très bon travail, parfois, un excellent concept, mais qui a été dévoyé. Je donnerai, parce que je donne l'exemple, ça va être long. Dans les débats, j'aurai des exemples du dévoiement du travail de la Cour pénale internationale. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu déjà un phénomène assez inédit, ce sursaut d'orgueil de l'Afrique, qui se réunit et qui dit « trop, c'est trop ». Et qui donne au Conseil de sécurité, l'instance la plus puissante de la planète, qui lui donne jusqu'au 15 novembre pour retrouver la raison. Au-delà de cette date, c'est un ultimatum. Je pense qu'on ne doit pas le négliger. Mais ce que Uhuru Kenyatta a dit à cette occasion à Addis Abeba, c'est une phrase que je reprends dans un texte que je prépare avec Aminata, un ouvrage. Eh bien, il a dit que la CPI est plutôt le jouet de puissances impérialistes en déclin. Qu'un chef d'État dise cela, déjà africain, dise cela, c'est très nouveau, mais en même temps, personnellement, cela correspond à ma lecture de la situation internationale. Je considère que l'Occident s'énerve d'autant plus qu'elle sent que le bon vieux monde qui contrôlait, que ce monde-là est en train de lui échapper. Je terminerai en détournant finalement les propos de Obama à l'Assemblée générale de l'ONU. Qu'est-ce qu'il dit? C'est assez inédit d'ailleurs. Il dit, ne vous y trompez pas, l'Amérique est prête à frapper partout si nos intérêts le commandent. En réalité, si Obama est obligé de dire ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, je sais, vous ne nous respectez plus, vous n'avez plus peur de nous, mais attention, vous avez tort. Il fut un temps où l'Amérique n'avait pas besoin de menacer du haut de la tribune des Nations Unies. L'épisode syrien, cette danse du ventre autour de l'Iran, un certain nombre de phénomènes, et tout ce qui se passe en Somalie, en Irak tous les jours, on n'y pense même plus. Il y a 100 personnes qui sont tuées, etc. Voilà, ce monde-là, je crois que même les grandes puissances ne semblent pas le contrôler. Peut-être que nous les surestimons. Parce que lorsque nous voyons comment se sont comportés Cameroun, l'Angleterre et la France, François Hollande, au moment où la Syrie était, pour ainsi dire, dans le couloir de la mort, nous allons frapper, il y avait ces hurlements, ces éruptations, et après, on se rend compte que, au fond, ils sont hors jeu depuis le début. Que la question allait être réglée entre Poutine et Obama, entre la Russie et l'Amérique, et que l'Iran, dont le roi d'Arabie Saoudite avait dit une fois à Bush, c'est un serpent, il faut lui couper la tête, mais que l'Iran allait rentrer dans le jeu international. Et donc, oui, nous sommes dans un nouveau monde, l'Afrique le sent, mais en même temps, l'Afrique c'est trop global, il y a des situations très compliquées, mais personnellement, je suis optimiste, je sais que Kenyatta a raison. L'Europe est en déclin. Et c'est à nous de savoir en profiter. Mitterrand dijo alguna vez, y comparto lo que dijo, que sin África Francia se iba a convertir en una potencia media. Pienso que es verdad. Bueno, ahora estamos viendo la misma situación repetirse en muchos países, ¿no?
como lo que decía de Níger con Areva, pues también en Gabón con el petróleo de Gabón, la madera de Camerún, Elf, la empresa francesa Elf en el Congo Brazzaville. Yo creo que tenemos que inspirarnos del ejemplo de América Latina, que ha conseguido mejorarse en todos los aspectos, una mejora general, ¿no? Porque consiguió liberarse de la influencia de la CIA y de la Casa Blanca. Al final, todos estos países podemos decir que han heredado de la herencia de Bolívar, de alguna manera, y de la lucha en la jungla del Che Guevara. Y no es por nada que Chávez es el hijo adoptivo de Castro. Tienen la memoria, han recogido la memoria de todas estas luchas, y esa memoria ha conseguido fomentar, promover cambios en sus estados respectivos. Una anécdota: hace una semana la Unión Africana, reunida en una cumbre extraordinaria en contra del CPI, de la Corte Penal Internacional, dijo que, bueno, hacía un buen trabajo, pero que estaba siendo totalmente manipulada. Y ocurrió un fenómeno inaudito, es decir, que los africanos manifestaron su orgullo y dijeron: basta ya no queremos más sufrir la forma en que se llevan a cabo los trabajos en el CPI. Y dieron al Consejo de Seguridad hasta el 15 de noviembre para volver a la razón, es decir, que le dieron un ultimátum. Hugo Kenyatta dijo, un presidente de un país africano, dijo que el CPI es el juguete de una potencia imperialista en declive. Es decir, es nuevo que se digan estas cosas públicamente. De hecho, eso coincide con mi análisis. Considero que Occidente se pone cada vez nervioso porque el viejo mundo, tal y como lo conocía, se le escapa cada vez más. Acabaré retomando una frase que dijo Obama en la ONU, que América está dispuesta a intervenir en cualquier sitio donde nuestros intereses nos los pidan, ¿no? Si que Obama diga eso, es decir, que amenace al mundo entero desde la ONU, es nuevo, es decir, esa expresión, ¿no? Hubo un tiempo que Estados Unidos no tenía que amenazar a nadie para imponer su poder. Está en Irán, en Irak, en Somalia, en todas partes del mundo ocurren cosas que no pueden ser controladas por las grandes potencias. Quizá le damos demasiada importancia a esa grande potencia. Cuando estaba Siria, por ejemplo, en el corredor de la muerte, con Cameron y Obama, etc., y que todos pensábamos que iba a haber una intervención, luego toda la cuestión se solucionó entre Putin y Obama, que se vieron obligados a dejar a Irán entrar en el juego de las potencias internacionales. Por lo tanto, me siento bastante optimista y creo que Europa está en declive y África lo tiene que aprovechar. Gracias.